Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler du dernier volet de la saga Mission Impossible. Et oui, c'est l'occasion pour moi de revenir donc sur cette saga, je n'avais pas eu l'occasion depuis le lancement de la chaîne, donc justement j'en profite, moi qui suis justement cette saga assidûment. Et c'est vrai qu'au vu du carton de Top Gun Maverick, on était en mesure d'attendre un grand épisode, évidemment, de Mission Impossible. Et justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi. Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, je vais revenir sur Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, le 7e volet de la saga Mission Impossible, initié en 1996 par le grand Brian De Palma, dont voici l'affiche, voilà ce chef-d'œuvre, ce pur chef-d'œuvre du thriller d'espionnage psychologique. Vraiment, voilà, les suites après étaient beaucoup plus dans le côté entertainment, divertissement, mais c'est vrai que le premier est une pure merveille, un pur chef-d'œuvre du cinéma qui vraiment s'inspire de tout ce qu'a fait Hitchcock, évidemment, De Palma citant beaucoup Hitchcock, mais voilà, c'était une pure merveille, vraiment, le découpage des plans, justement les axes de caméra un peu désaxés et tout ça, qui faisait vraiment la force du volet, vraiment créer une tension incroyable, et pourtant il n'y avait pas une surenchère de scènes d'action, mais voilà, avec le minimum syndical et avec l'énergie de Tom Cruise, ça suffisait, et surtout, ce scénario qui était quand même très original et pas forcément pour le grand public, disons, mais pour un film grand public, c'était véritablement de l'ordre du chef-d'œuvre. Évidemment, par la suite, il y a eu ce que j'appellerais l'antithèse du premier, le second, qui va complètement changer radicalement l'axe de la franchise, puisqu'on est carrément dans un pur film d'action. Il est réalisé par John Woo, comme vous le savez, vraiment, voilà. Donc on est vraiment sur deux films qui étaient antagonistes, mais justement, je trouve que ça se complétait, c'était intéressant que justement chaque volet, chaque épisode était dirigé par un réalisateur différent, voilà, sachant que, alors moi j'ai toujours cru, pendant des années, que Tom Cruise, voilà, c'était un vrai choix de sa part, en fait, de choisir un cinéaste différent pour chaque volet. Et en fait, c'est simplement que, vu que Brian De Palma n'avait pas accepté de réaliser le second, il a décidé de faire ainsi pour toutes les suites de la franchise. Donc, c'est un petit peu ça, mais c'est surtout aussi parce que De Palma, de base, avait refusé de faire le second. Voilà. Ensuite, comme vous le savez, il y a eu le troisième volet, donc réalisé par J.J. Abrams, Tom Cruise qui était vraiment... fan un peu de la saga Alias, Lost, enfin surtout Alias en fait, c'est comme un grand épisode d'Alias en fait, le Mission Impossible 3, donc voilà, c'est un côté un peu plus télévisuel, moi c'est ce qui m'a un peu dérangé dans le volet Mission Impossible 3, sinon voilà, la scène du Vatican évidemment est mémorable. Ensuite il y a eu le carton interplanétaire, je pense que il fait vraiment partie des coups de cœur en fait parmi les suites de Mission Impossible. C'est Protocole Fantôme évidemment qui a mis tout le monde d'accord, je pense. Voilà, clairement on est revenu à quelque chose de très grand public, mais en même temps, avec des moments de silence aussi qui sont très importants aussi dans la saga pour créer du suspense dans des scènes où justement, voilà, il n'y a pas vraiment de dialogue ou de musique, c'est juste comme ça, de la tension, etc. Et c'était revenu à un niveau de qualité, en fait, c'est ça que je veux dire. C'était revenu à un niveau de qualité quand même assez fort, je dois avouer. Voilà, la scène du Burj Khalifa durait longtemps, justement, c'est pas comme on va le voir sur ce nouvel opus, où, quand on vous tease maintenant la fameuse grande séquence de cascade, finalement, il n'y avait pas tellement plus à manger, justement, en se déplaçant au cinéma. Là, la scène du Burj Khalifa, oui, vous vous déplacez, mais pas pour rien, vous avez beaucoup plus de plans que dans la bande-annonce, voilà, donc vraiment, c'était vraiment extraordinaire. Ensuite, vous aviez donc Rogue Nation, donc c'est l'arrivée de Christopher McQuarrie à la réalisation, et c'est vrai que là, pour moi, c'est mon préféré, et c'est là le paradoxe, vous allez le voir par la suite, c'est mon préféré, ma suite préférée, évidemment, le premier restera toujours mon grand coup de cœur, mais c'est vraiment la suite, vraiment que je trouve d'un niveau, au niveau du scénario, mais vraiment très très fort, voilà. Vraiment le dénouement, alors évidemment la scène d'avion était, comme elle démarre, c'est dès le départ, les enjeux sont pas plantés, donc voilà, mais d'un autre côté, comme il y a une scène très très forte, vous verrez un peu, vous l'avez vu j'imagine, un peu sous-marine comme ça, sans dévoiler, avec une histoire de carte magnétique, ça rajoutait quelque chose en fait, donc les enjeux étaient plantés, il y avait d'autres choses, d'autres séquences tout aussi mémorables en fait que cette scène d'avion, mais elle était très bien filmée, elle rappelait évidemment Ethan Hunt accroché au
train comme ça dans le premier, il y avait ces plans, voilà, on sent qu'il y avait déjà un peu une envie de mimer un peu sur quelques plans de Palma, mais c'était pas aussi marqué, voilà. Par la suite, il y a eu ma plus grosse déception, que j'ai l'impression que quasiment tout le monde a adoré, et que moi, pour moi, c'est le pire de la saga, Fallout. Alors là, j'ai pas compris comment on peut s'enthousiasmer sur un scénario pareil. Il y avait des erreurs de scénario, mais incroyables dans ce film. Déjà des erreurs de mise en scène. Les personnages, à chaque fois qu'ils ont besoin des véhicules, il est forcément disponible avec les clés dessus, enfin du style les 2 motos avec Henry Cavill, là, quand il se plante comme ça avec le camion, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il pète le pare-brise, il trouve 2 motos, tac, ils partent, et forcément il y en a 2. Enfin, que des erreurs comme ça de débutants, mais juste parce que faut des scènes d'action, mais par contre la cohérence, le réalisme, vraiment, enfin la crédibilité, pas le réalisme, mais la crédibilité, ça on s'en fout, parce que j'oppose bien évidemment crédibilité et réalisme. Il y a du réalisme évidemment, parce que tout est fait en vrai, il y a très très peu de CGI, enfin c'était vraiment très peu d'effets visuels, et ça évidemment c'est ce qu'on peut saluer évidemment dans la folie Tom Cruise, hein, du haut de ses 60 ans, 61 maintenant même, voilà, de faire toutes ces cascades, etc. Bien entendu, mais le scénario, quoi, dès la bande-annonce, on vous spoil l'identité d'Henry Cavill, donc on sait que c'est un traître dès le départ, donc il n'y a plus aucun intérêt en fait à ce scénario, et je comprends pas qu'on n'en parle pas assez, parce que vraiment, voilà, alors évidemment il y a Solomon Lane de Rogue Nation qui revient, mais comme il est sous-exploité, il sert à rien. Donc voilà, donc vraiment non, il manquait un méchant, c'est comme s'il y avait un film sans méchant, enfin c'était vraiment assez pauvre, donc on avait 2h30 de métrage, c'était quand même énorme, il y avait des longueurs, dans la bande-annonce il y a des séquences qui avaient l'air beaucoup plus fines, plus autorisantes, qui ont été squeezées, là, il y a un truc avec un barbelé, une scène avec un barbelé avec du sang dessus, etc., je sais pas ce que c'était, mais ça avait l'air beaucoup plus intéressant, avec plus de prise de risque, tous ces plans-là ont été squeezés, certains plans avec l'hélicoptère à la fin aussi, donc voilà, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont cuté, c'est là qu'apparemment Christopher McQuarrie et Tom Cruise se sont décidés un peu à écrire le scénario en fonction de l'arrivée des acteurs et au cours de la production en fait, ce que je trouve un peu chaotique, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont, à partir de maintenant, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'avoir 30% du script, en fait, de base, et ensuite, au moment de la production, d'ajuster en fonction de l'arrivée d'un acteur, de lui trouver un rôle, d'écrire son personnage, etc. Et ce qui fait que les personnages, du coup, il y en a un peu trop, ils sont pas très bien amenés, ils sont pas très bien introduits, et ce qui fait que parfois on se désintéresse très vite de leur sort, en fait, voilà. Donc moi, c'est un petit peu ce que je reprochais à partir de Fallout, c'est que je dis, oui, il y a des séquences incroyables, mais si les enjeux sont mal plantés, etc., on se fiche complètement, en fait, de savoir le sort des personnages. Donc voilà, c'était beaucoup plus scénaristiquement parlant que j'avais un problème avec ce film. Et là, je me suis dit, bon, j'ai un peu peur que ce soit un peu la même chose, que ce soit une sorte de Fallout 2 au niveau de la proposition cinématographique, hein, c'est-à-dire du langage visuel, si vous voulez, hein, voilà. Et c'est vrai qu'au niveau de la narration visuelle, justement, eh bien, on est un peu sur un mimétisme, encore une fois, mais artificiel, si vous voulez, un mimétisme artificiel de Palma, qui lui faisait vraiment quelque chose d'organique, avec une vraie tension, vous voyez, avec des plans, des séquences très silencieuses, où il y a une espèce de construction comme ça du suspense très lente, alors que là, en fait, il y a tellement de choses dans ce film, tellement de références aux différents épisodes de la saga, tellement qu'on finit un peu par s'y perdre. Voilà. Donc je trouve qu'il veut complexifier en plus un scénario qui est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, maintenant, dans Dead Reckoning, j'y viens, eh bien, c'est qu'on a une histoire de clés, voilà, donc il faut récupérer les 2 parties d'une même clé, parce que sinon, voilà, sinon, la clé ne peut pas être utilisable sans l'autre moitié, en fait. C'est un peu comme, si vous voulez, la liste NOC dans le premier Mission Impossible, c'est-à-dire qu'en fait, il faut les deux disquettes, en fait. Voilà. Donc, en fait, il y a une idée un peu comme ça de MacGuffin qu'on revient. Là, c'est l'histoire des clés. Dans le second, il y avait la chimère avec le Bellérophon. Dans le troisième, il y avait la patte de lapin. Il fallait trouver toujours un MacGuffin. Mais voilà. Donc moi, pourquoi pas, hein, c'est une histoire d'intelligence artificielle qu'on peut contrôler d'après ce qu'on comprend, parce que c'est en 2 parties évidemment, et puis pas de spoil, qu'on peut contrôler en fait grâce à cette fameuse clé qu'il faut récupérer. Donc ça, voilà, c'est ça qui va être un peu le MacGuffin. Mais voilà, donc en fait, on nous présente un truc d'intelligence artificielle. On a en introduction une scène sous-marine avec un sous-marin qui se voit un peu dupé par un ennemi, avec une intelligence artificielle justement qui trompe l'ennemi sans en dire plus. Et donc on nous fait comprendre qu'en fait,
bah, l'ennemi d'Ethan Hunt, en fait, ça va être cette intelligence artificielle qui est matérialisée par ces grands écrans avec cette espèce d'œil comme ça qui regarde, truc un peu kitsch hein, finalement. Et puis c'est vrai que l'intelligence artificielle, voilà, c'est depuis Terminator 2 avec Skynet, etc. Bon, c'est pas... Ça fait longtemps qu'on parle de ce sujet-là, mais pourquoi pas? Moi, j'ai pas trop de problème avec le côté un peu kitsch du scénario qui a peur de l'intelligence artificielle. Je pense qu'effectivement, on pourrait résumer, on pourrait faire la blague comme quoi c'est Ethan Hunt versus ChatGPT, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, voilà, donc pourquoi pas? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ça reste d'actualité. La méfiance envers les réseaux sociaux. Voilà, il y a des choses qui restent d'actualité en fait, hein, vraiment au niveau du numérique, du digital. Donc pourquoi pas? Si Tom Cruise veut nous faire un truc un peu, voilà, la guerre numérique hein, future qui pourrait arriver, pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Il y a de bonnes idées au niveau action, ça j'avoue que c'est quand même mieux amené quand même que dans Fallout, je trouve qu'on prend un peu plus de plaisir dans les moments d'action, notamment le dénouement, c'est-à-dire que l'intro pour moi et le dénouement du film sont très réussis. Le seul problème c'est que le film dure 2h45 et que parfois, voilà, on complexifie l'enquête un peu, enfin c'est pas vraiment une enquête mais vous voyez ce que je veux dire, voilà, on complexifie le scénario avec tout un tas de personnages, tout le monde veut cette fameuse clé en fait, en gros c'est ça pour vous dire très simplement, tout le monde veut contrôler cette IA, voilà, alors évidemment il faut empêcher que quelqu'un de malveillant utilise cette IA pour détruire le monde ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a la présence d'ailleurs d'un nouveau personnage qui fait partie du passé d'Ethan Hunt, donc en fait, ils inventent un perso qui a un rapport avec le passé d'Ethan Hunt, on n'est même pas au courant, enfin c'est un truc qui tombe comme ça, pourquoi pas. C'est un peu à la manière, je trouve, du personnage de Vanessa Kirby, qui, elle aussi, on apprend dans Fallout, hein, donc ça c'est pas du spoil, on comprend qu'elle a un rapport avec Max, donc vous voyez, hein, évidemment, dans le premier film, et que ce serait la fille de Max, et tu te dis, what? Pourquoi pas? Bon, il faut toujours inventer des nouveaux trucs, un passé, pour créer une mythologie, quelque chose d'un... Vous voyez ce que je veux dire autour d'Ethan Hunt, en fait. Et c'est vrai que c'est là que le film devient un peu un truc où on sent qu'on tend vers un esprit beaucoup plus geek. Alors moi, ça ne me dérange pas personnellement, du moment que ça reste quand même à peu près organique, hein, mais le film, c'est vrai qu'il est assez artificiel. Et on continue un peu à montrer Ethan Hunt comme une espèce de super-héros, on se rapproche de quelque chose un peu... On veut avengeriser, entre guillemets, on sent un peu le personnage d'Ethan Hunt en le montrant comme un surhomme, etc. Et ce que moi je trouvais intéressant chez Ethan Hunt, c'est justement sa vulnérabilité. Alors il reste un peu de vulnérabilité, bien sûr, parce que l'humour en fait apporté par exemple par le comic relief Simon Pegg, continue en fait justement à reconnecter Ethan Hunt au réel, j'ai envie de dire, pour qu'on se sente comme lui, en fait, qu'on se sente en position de danger comme lui, dans des séquences d'action où là, évidemment, il y a un enjeu, etc. Et donc là, ils essayent par l'humour de reconnecter au réel. Donc là, pourquoi pas, ça marche par moment. Mais c'est pas sur tout le métrage. Voilà, je trouve que le métrage part un peu, parfois un peu dans tous les sens, il est trop gourmand, il veut montrer trop de choses. C'est vrai qu'à la fin des 2h45, on est quand même assez KO et on se dit il y a une deuxième partie, on a un peu peur de repartir encore sur 2h45, voire plus. Donc voilà, sachant quand même qu'on aurait très bien pu en 2h45 terminer cette histoire, d'ailleurs quand on voit à la fin ce qui se passe, franchement on aurait pu vraiment enlever 45 minutes, terminer beaucoup plus tôt, et voilà. Toujours est-il qu'il y a des séquences absolument incroyables qui sont héritées, j'ai envie de dire, et inspirées du jeu vidéo. Moi ça ne me dérange pas à partir du moment où je pars du principe que le jeu vidéo se nourrit du cinéma et le cinéma du jeu vidéo. Voilà, moi j'ai aucun problème là-dessus. D'ailleurs, moi qui ai joué justement à l'adaptation de Mission Impossible sur Nintendo 64 et qui était disponible aussi sur PlayStation à l'époque, je me souviens très bien, le jeu n'était pas parfait, hein, bien sûr, mais par exemple la séquence du train, il y avait des choses différentes, quoi. On était debout, comme ça, à marcher, il y avait des ennemis, des hélicos, enfin ils ont rajouté des trucs, voilà, donc pourquoi pas, enfin, c'est pas un problème de prendre des libertés, d'aller chercher un peu, piocher dans le jeu vidéo, il n'y a aucun problème là-dessus. Pareil, la séquence des lasers était différente, les lasers étaient vraiment dans le terminal, etc. Il y a toujours eu de la prise de liberté, en fait, voilà. Et puis, voilà, donc beaucoup font le parallèle avec Uncharted, voilà, ou Call of Duty pour la séquence à Abu Dhabi, voilà, donc il y a une tempête de sable, et donc il y a Elisa Faust, en fait, qui revient, Rebecca Ferguson, en fait, qui tire comme ça en mode sniper et tout. Ça donne des séquences absolument géniales en termes de découpage, d'action, etc. Ça fonctionne très très bien. Évidemment, il y a des scènes qui marchent très très bien, bien sûr, mais c'est le tout cohérent qui est difficile, voilà. Donc, il y a cette séquence qui fait un peu Call of Duty, et il y a cette séquence finale, beaucoup plus à la Uncharted, dans le train. Mais personnellement, moi, voilà,
je suis plutôt un rétro gamer, je suis pas toujours très actualisé, mais quand j'ai vu cette séquence, et qu'après j'ai vu que c'était hérité d'Uncharted, et qu'effectivement quand on regarde la séquence du train, donc la scène d'ouverture d'un des jeux Uncharted, tu te dis oui c'est exactement pareil, bien entendu. Et moi ça ne me dérange pas à partir du moment où c'est bien fait. Parce que quand je vois justement le film Uncharted, qui est censé faire du Uncharted, et que tu vois le résultat, tu te dis bah limite, Mission Impossible Dead Reckoning partie 1 est un meilleur film Uncharted que Uncharted lui-même, vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Donc bon, toujours est-il que cet opus c'est un peu... Ouais, alors il est un petit peu lourdingue, je dirais. On peut parfois un peu piquer une tête, voilà, parce que on est... En fait, le problème, c'est qu'en plus de ça, dans ce film, moi j'ai un vrai souci, c'est qu'il y a énormément de scènes dialoguées. Ça parle. Mais c'est pas parce que ça parle longtemps, etc., que ça fait avancer, si vous voulez, l'action. Voilà, c'est que ça parle, ça répète 1000 fois l'histoire de l'IA, on l'a compris 1000 fois, on vous rabâche 1000 fois, en fait, les enjeux pour vous dire « Attention, c'est le plus grand méchant que vous n'avez jamais vu auparavant ». Ok, parce que c'est la fameuse entité, cette intelligence artificielle qui menace le monde entier, qui est imprévisible, etc., qui peut surgir de n'importe où, on ne sait pas qui possède, qui maîtrise, qui contrôle cette IA, etc., tout le monde veut s'approprier le machin. Donc il y a 10 000 personnages qui veulent se... Donc en fait, ça n'en finit un peu jamais, tout le monde veut se piquer cette fameuse clé, ça passe de main en main, ça passe d'acheteur en machin, etc. Ce qui fait que même le personnage, je trouve que c'est un peu dommage, le personnage justement d'Essay Morales, Gabriel, n'est pas... c'est un méchant qui est... déjà, il a le mérite d'être un nouveau méchant, donc ça, c'est déjà pas mal. C'est vrai que, voilà, quand on voit même dans Protocole Fantôme, en fait, il restait très mystérieux, finalement, Michael Nyqvist, donc l'acteur qui jouait le méchant dans Protocole Fantôme. Mais bon, on va dire qu'il y avait quand même un certain charisme, etc. Lui aussi a du charisme, mais on a du mal à croire, cette crédibilité que lui peut contrôler forcément l'IA, en quel honneur, etc. Est-ce qu'il bluffe pas? Bon, voilà. Après, je pense que la partie 2 va expliquer évidemment des choses qui ont été introduites dans la première partie, mais je trouve que, pour moi, c'est pas une raison qu'une première partie comme ça laisse autant de... Voilà, comment dirais-je, de questions sans réponse. Il y a quand même un peu un souci, parce que le film devrait rester quand même globalement autonome. Et il l'est, en fait. Il est quand même suffisamment autonome, puisque la fin, il y a une vraie fin, quoi. Voilà, c'est pas un truc... voilà, il y a un petit teasing sur la suite de la mission, de quoi il va s'agir, quel va être, en fait, l'objectif de la deuxième partie de la mission. Bon, déjà, on se dit, si c'est juste ça, comment ça se fait qu'on justifie encore 2h45 de film? Bon, ça c'est quand même assez bizarre, je sais pas trop comment ils vont amener le truc. Mais bon, pourquoi pas, voilà, il faudra laisser une chance à la deuxième partie. Bon, toujours est-il que moi j'ai pris un plaisir quand même un petit peu plus supérieur que sur Fallout, donc c'est pour ça que je le mets avant-dernier. C'est un peu catastrophique sur... Voilà, dans mon classement, les derniers Missions Impossibles, franchement, voilà, les deux derniers, vraiment, sont en dernier, quoi. Voilà, donc il est juste au-dessus de Fallout. C'est pour dire, voilà, j'ai vraiment un peu plus de mal sur les derniers. Mais voilà, et ce qui est paradoxal, c'est que Rogue Nation, qui est ma suite préférée, est de Christopher McQuarrie. Donc vous voyez, mais je pense qu'à ce stade-là, il n'était pas encore tout à fait dans un mimétisme et dans quelque chose d'artificiel. Il ne manquait pas de narration visuelle. Parce que par exemple, dans Rogue Nation, la séquence qui cite justement L'homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il y a une tension, parce que c'est lent, parce qu'il y a des plans qui vous montrent la partition comme ça, avancée, parce que c'est au coup de cymbale que le coup va partir. Et tu te dis, voilà, il arrive à construire, en fait, par le montage, par la mise en scène, la tension. Là, le problème, c'est que le suspense et la tension sont tellement cutés, c'est tellement rapide, tout est tellement rapide qu'on n'a pas vraiment le temps, en fait, de sentir la tension, justement. Donc c'est un film qui est... On sent qu'il veut plaire, en fait, à un public plus jeune, je pense. Évidemment, il y a une tentative de séduire un public plus jeune qui a l'habitude d'avoir des séquences très très rapides, vraiment parce qu'aujourd'hui on a l'impression que pour être de plus en plus crédible et réaliste, il faut absolument qu'on sente en fait absolument la rapidité en fait, comme sur le train, la séquence du train, c'est incroyable la rapidité des plans, voilà, des obstacles et tout qui surgissent et tout, c'est incroyable la rapidité. Donc voilà, on est sur quelque chose d'assez soutenu, c'est un rythme très 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 soutenu. Voilà, donc toujours est-il que
On se répète, voilà. Il y a Hayley Atwell, en fait, qui est absolument géniale, mais il y a des personnages aussi qui sont mis de côté. Hein. Pomme Clémentieff, je suis désolé, qui est notre petite Frenchie, bah, elle n'est pas très bien exploitée. Enfin, je trouve que vraiment, c'est une sbire comme n'importe qui. Vraiment, voilà, elle, pour le coup, a peu de dialogue. Elle reste très mystérieuse, on ne sait pas vraiment qui c'est, on s'en fout un peu. Donc voilà, il y a des personnages secondaires qui manquent de relief. Il y a un élément tragique qui va survenir, donc qui est censé être un peu le grand rebondissement en fait. Je n'en dis pas plus, bien entendu. Bah ouais, on n'est pas hyper ému en fait, parce que tout va trop vite. Ils veulent tellement comment dire, il y a eu tellement d'idées qui ont été mises en fait sur ce film que bah, chaque idée en fait, voilà, ça fait pas le petit effet. Alors oui, un petit peu sur Henry Czerny, voilà, qui revient dans le rôle de Eugene Kittredge, hein, bien entendu, le patron de la CIA, voilà, hein, du premier volet. On est un peu content de le retrouver, mais quand on voit sa séquence, on sent qu'ils veulent refaire la séquence de De Palma dans le restaurant Aquarium de Prague. Bon, donc c'est juste un peu pour rappeler les anciens, et les Atwell dans le rôle de Grace, bah, ça rappelle évidemment Tandy Newton dans le second volet, le MacGuffin avec les clés, etc. D'ailleurs, il y a des choses qui vont rappeler encore une fois le premier film. Voilà, donc il y a énormément de mimétisme, avec une image qui est très aseptisée. On sent que Tom Cruise devient de moins en moins organique, en fait. Ethan Hunt devient de plus en plus un robot, en fait, qui exécute des objectifs, qui exécute des actions, etc. Mais ça devient de plus en plus un pantin. Et donc, il y a le côté humain, je trouve, qui s'estompe un petit peu. Voilà. Heureusement qu'il y a encore la présence de Ving Rhames, voilà, pour rappeler un peu le côté où c'est censé être un peu c'est cette bromance, entre guillemets, hein, qui commence depuis le premier volet avec Luther Stickell. Voilà, donc heureusement qu'il reste. Mais je trouve que voilà, ce Ethan Hunt devient juste un peu un pion à faire des cascades, etc. Et je trouve qu'il avait un peu plus de relief quand même dans les précédents. Donc voilà, je suis évidemment un peu déçu. Je m'attendais à un Fallout bis, mais je me suis dit je vais quand même vérifier. Et c'est un peu ça, mais avec quand même... j'ai été un peu plus impressionné quand même sur ce volet-là. Parce que c'est vrai que bon, je suis très content de la course-poursuite à Paris dans Fallout, ou du base jumping, comme on dit, à partir de l'avion, qui était aussi saisissante. Mais j'ai quand même été plus impressionné par cette séquence de train, évidemment qui fait écho au premier, mais avec des rajouts encore plus spectaculaires, parce qu'évidemment il y a de la surenchère. Je pense aussi qu'il faut accepter que dorénavant, sur les Missions Impossibles, sur ces suites, il y ait de la surenchère. Voilà. L'idée, c'est de vous en mettre plein la vue, mais vraiment, mais plein la vue, que ça ne s'arrête jamais. Le seul souci que j'ai, c'est qu'on en perd quand même un peu l'esprit un peu d'origine, qu'il y avait quand même dans à peu près tous les volets à l'époque, c'est ces fameux moments de silence, où vous n'avez pas de musique, de tension, etc. Parce que même quand il se passe rien, en gros, ils sont juste en train de parler, il y a toujours une musique comme ça, un peu rythmée, et ça se pose jamais. Et donc on a un peu du mal, vraiment, à ressentir de la compassion, ou on se désintéresse un peu du sort des persos, je trouve, un peu moins de Grace, heureusement qu'elle ressort, cette Hayley Atwell, qui est, d'ailleurs, il faut le dire quand même, absolument géniale. Enfin, j'avoue que là, oui, il y a quand même un personnage féminin très fort. Il y a un côté un peu où on sent qu'on veut introduire un nouveau personnage féminin fort, un peu à Ilsa Faust, justement. Donc ça fait plaisir de voir ça. Je trouve que d'ailleurs, la rencontre entre les deux fonctionne. Voilà, il y a quand même 2-3 petits trucs qui fonctionnent. Voilà, donc... Je trouve ça juste dommage que le méchant passe un peu pour... on n'y croit pas trop, en fait, que ce soit cet être tout-puissant, là, qui peut contrôler l'IA, ou je ne sais quoi. D'ailleurs, pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi forcément un rapport avec le passé d'Ethan? Voilà, on sent que les idées sont venues en fonction, au fur et à mesure du tournage, de la production, qu'il y a des choses qui ont été écrites, puis réécrites, cutées, etc. On sent qu'ils composent. L'idée, en fait, c'est d'en mettre plein la vue, de prendre un casting un peu 4 étoiles, on prend voilà, telle ou telle personne, etc. Et au fur et à mesure de la production, on va se dire, bon bah toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Et ça devient... Il y a un côté un peu où ça devient un film qui se construit au fur et à mesure, comme ça. On se dit, bah peu importe en fait, toi on va dire que toi tu fonces sur Ethan, toi tu vas être le perso qui va vouloir attraper ça. Et voilà, mais
ce que ça raconte cinématographiquement, ce que ça raconte en toile de fond, on s'en désintéresse un petit peu. Je trouve que c'est vraiment pour juste faire avancer l'action. C'est-à-dire qu'on n'a pas autre chose que faire avancer l'action. C'est l'unique but, voilà, je trouve, de ces nouveaux Missions Impossibles. Il n'y a pas quelque chose une profondeur, une gravité dans les sentiments, dans quelque chose de plus psychologique, un tout petit peu, vous voyez, pour qu'on s'intéresse quand même, pour qu'il y ait un petit peu une âme dans ce film. Ça devient juste de l'efficacité. Efficacité, 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 on vous met des coups de poing dans la figure, et c'est le but, quoi. C'est vraiment cherche pas, tu vas t'en prendre plein la vue. Donc voilà, c'est devenu évidemment une grosse machine, mais vraiment une grosse machine. C'est incroyable d'ailleurs, hein, quand on revient à l'original, wow, ça fait très très mal, mais voilà, donc c'est devenu très artificiel. Je pense que si on accepte ça à partir de ce moment-là, ça va à peu près. Moi, j'accepte à partir du moment où c'est pas trop du foutage de gueule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de facilité dans la mise en scène. Moi, vraiment, le Fallout, c'est absolument n'importe quoi. Aucune surprise sur l'identité des persos, on sait voilà, il y a pas, enfin, le traître, on l'a dès la bande-annonce, tout ça. Bon, voilà, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de plus-value. Là, tout le monde s'insurge sur le fait que toute la com, en fait, a été basée sur le saut en moto, en fait, ce qui est vrai, effectivement, toute la com a été lancée là-dessus. Ce saut est amené de manière plutôt astucieuse. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce qui se dit actuellement sur cette séquence finale, hein, donc vous me comprenez bien. Et donc, voilà, donc cette séquence à moto, voilà, je trouve qu'ils ont quand même réussi à l'amener, parce qu'on sent que le but, c'est de faire une cascade. Après, on ne sait pas trop quand on va la mettre, à quel moment du scénario on va l'insérer, mais le but, c'est de faire une cascade. Voilà. Donc, voilà, on a l'impression d'ailleurs qu'ils ont d'abord les idées de cascade et après on verra pour savoir comment il en arrive là, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, on va le justifier dans le scénar, on verra bien comment. Après, il y a un acteur qui rejoint le casting, on se dit « Ah bah tiens, attends, qu'est-ce qu'on va te faire toi ?»« Ah bah toi, on va dire que toi tu sautes là et on sait pas trop qui t'es, on verra plus tard dans le deuxième. » Voilà, donc l'exigence, le soin apporté en fait au scénario, vraiment... et revu à la baisse, quoi. Tout est basé sur le réalisme des séquences d'action. On se fout, en fait. Moi, j'ai l'impression, d'ailleurs, je pense que les spectateurs, maintenant, se contrefoutent un peu de vraiment attendre beaucoup de l'histoire, en fait. Je pense qu'ils s'en fichent un peu. Ce qu'ils veulent, aujourd'hui, les Missions Impossibles, c'est devenu juste un truc où bah oui, on veut voir la grosse séquence où Tom Cruise va se mettre en danger, et voilà, une fois qu'on l'a vu, on rentre chez soi, on l'a vu en IMAX, c'est super, peu importe la qualité du scénar, ce qui prime, c'est la qualité des séquences d'action, le réalisme et la prise de risque que va prendre l'acteur. Et ce qui est fou, c'est que ça marche, parce que comme toute la com est basée là-dessus, eh bien les spectateurs eux-mêmes se disent qu'ils ont forcément vu un truc formidable, alors que dans Rogue Nation, quand même, être accroché à un avion comme ça, qui part comme ça, avec très peu de protection quand même, d'être accroché à un avion au décollage, tu te dis, ouais, c'est quand même peut-être plus impressionnant que forcément faire un saut en parachute, quoi, disons-le ainsi. Alors évidemment, c'est un peu casse-cou, etc. Mais bon, c'est... Je ne dis pas d'ailleurs, évidemment, pour construire encore autour de la légende de Tom Cruise, apparemment, ils ont commencé par tourner le film avec cette séquence. Parce que Tom Cruise, tellement prévoyant, se disait que si jamais il lui arrivait quelque chose sur le tournage, eh bien la production ne serait pas mise en danger, il pourrait refaire tout le film avec un autre acteur, en fait. Donc c'est pour vous dire. Évidemment qu'il y a un souci, évidemment c'est un peu le côté tête brûlée, avec ce truc très ego trip, et puis avec ce truc très chef d'entreprise, j'ai envie de dire, de Tom Cruise, en fait, pour arriver à faire le produit de divertissement le plus qualitatif possible, etc. Mais j'ai l'impression que cette immense pression, parfois, eh bien, dessert un peu le produit final. C'est-à-dire que, à force de trop vouloir en faire, eh bien, parfois, vous savez, en étant un peu plus sobre, en faisant les choses un peu plus simples, en se posant un peu, voilà, en se calmant 2 minutes, en gros, je pense qu'on peut aussi trouver quelque chose de très efficace, sans mettre autant de surenchère, parce que là, il y a des choses, mais vraiment, vraiment, vraiment en trop. 2h45, c'est pas possible. Quand on fait un film aussi long sur un film grand public de divertissement, je pense qu'à un moment donné, à quel moment on se dit pas on va perdre les spectateurs.
Alors évidemment, il y a des avatars qui font 3 heures, etc. Moi, j'ai quand même un problème avec ça. Je trouve qu'à un moment donné, c'est un peu un aveu de faiblesse, un aveu d'échec de se dire, on va faire très très long, mais parfois en faisant très très long, ça ne veut pas forcément dire qu'on arrive à construire une histoire de A à Z, etc. Je pense que parfois on est trop gourmand. Moi, j'aurais toujours un souci sur ce long métrage, sur le rabâchage de la dangerosité de cette intelligence artificielle, dont on ne sent pas tout à fait vraiment le danger. En plus de ça, je suis désolé, c'est mal amené. C'est mal amené pour qu'on s'intéresse vraiment à ce sujet de l'intelligence artificielle. Voilà, alors on verra dans le second s'il y a vraiment un enjeu. Je continuerai à voir les films Mission Impossible, mais je ne les reverrai pas. Je pense que c'est à partir de Fallout, en fait, je sens, et donc ce nouvel opus, je n'ai pas envie de les revoir une fois que je les ai vus. C'est un peu le souci maintenant des nouveaux volets. Voilà, donc c'est un peu embêtant. Voilà, jusqu'à Rogue Nation, je suis très chaud pour revoir les Missions Impossibles. Mais à partir de Fallout, non. Voilà, je vais au cinéma, évidemment, pour prendre quand même ce qu'il y a à prendre au niveau des scènes d'action, parce que c'est quand même époustouflant. Même si là, il y a un peu plus de CGI finalement que prévu, parce que évidemment, dans la séquence du train, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas tout faire non plus. Alors, ils ont quand même reconstitué tout le train. Il faut savoir qu'ils ont construit ce train. Enfin, c'est vrai que c'est colossal le travail qu'il y a dessus, je ne nie pas, c'est colossal. Mais parfois, c'est pas parce que vous avez autant de réalisme et autant comment dirais-je, de professionnalisme dans le réalisme, des séquences, etc., que forcément vous arrivez à créer l'émotion par la narration visuelle. La narration visuelle, c'est un langage. Le cinéma est un langage. Ce que je voudrais rappeler, c'est que le cinéma est un langage. Voilà. Et que simplement avec le montage et le savoir-faire d'un cinéaste avec une vraie vision, on peut arriver à susciter de l'émotion. Mais susciter de l'émotion uniquement parce qu'il y a un degré de réalisme dans un plan, eh ben, c'est pas suffisant, à mon sens. Je pense que voilà, le cinéma est un langage, une manière de vous parler, comme il y a des langues, le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol. Voilà, eh ben, le cinéma est un langage. Donc c'est par le découpage des plans, le montage, la manière de filmer, de savoir qu'est-ce que ça raconte. Un plan veut dire beaucoup de choses. Si elle a été bien pensée, un plan raconte quelque chose. Quand vous voyez la séquence de l'aquarium, justement, le restaurant aquarium, donc, dans Prague, dans le premier Mission Impossible de Brian De Palma, la confrontation avec Kittredge, vous sentez la tension. Quand il y a un gros plan sur Ethan Hunt, c'est pour montrer, justement, ça traduit quelque chose, ça traduit sa nervosité et l'ambiguïté de ce qui va se passer, l'enjeu, etc. Vous sentez les enjeux et la tension. Et donc, vous avez... Petit à petit, avec un montage alterné, il récupère dans sa poche donc, le fameux chewing-gum explosif. On a de nouveau un plan sur Kittredge, de nouveau un plan sur... Voilà, et ça crée en fait une construction dramatique, mais par le montage, par les plans. Donc, voilà, je trouve que c'est trop un film qui se construit au fur et à mesure du tournage, au fur et à mesure de la production, et c'est ce qui met un peu en péril la qualité globale, in fine, de ce produit de divertissement, parce que désormais, les suites de Mission Impossible, pour moi, sont des purs produits de divertissement. Ils n'ont pas d'autres prétentions, d'ailleurs. C'est très bien, d'ailleurs, de le souligner, qu'il n'y a pas d'autres prétentions. Donc, vous connaissez ma devise sur cette chaîne, prenez les films pour ce qu'ils sont. Je prends le film pour ce qu'il est, un pur produit de divertissement. Donc, voilà. Mais quand on veut citer Laurence Darby, quand on veut citer Uncharted, quand on veut citer le premier volet, voilà, quand on veut citer Brian De Palma en gros, et tout ça, et mais c'est juste pour citer, qu'on n'en fait pas quelque chose une construction dramatique, et que c'est juste un peu pour venir titiller un peu le fan, ça suffit pas pour moi. Voilà, ça suffit pas. Bon. Toujours est-il que ce volet est quand même plus regardable, je me suis un peu plus amusé quand même, en gros, sur ce nouveau volet, que sur Fallout, voilà. J'aime beaucoup la séquence de course-poursuite à moto dans Fallout, bien entendu, dans Paris, c'est bien, mais très vite c'est anéanti par oui, forcément j'ai un couteau pour pouvoir m'échapper d'une plaque d'égout parce que en fait je sais qu'il y a une plaque d'égout ici, alors comment tu le détectes, avec quelle opération du Saint-Esprit? Voilà, il y a trop de facilité de mise en scène dans Fallout et c'est là que ça commence. Et je vous dis, il y en a un peu moins, un chouïa moins en fait dans Dead Reckoning, ce qui fait que c'est un peu plus appréciable,
un peu plus regardable. Voilà, donc je le mets donc juste en avant-dernier. D'ailleurs, j'en profite avant de vous quitter pour vous donner mon top justement de la saga. Alors évidemment, le premier reste mon chouchou, hein, bien entendu, il restera toujours premier puisque je considère que c'est un véritable chef-d'œuvre, une leçon de cinéma. Là, pour le coup, il y a un vrai langage cinématographique. Donc, le premier de Brian De Palma. Le second, j'ai mis Rogue Nation. Alors, pour la plupart des gens, il y a quand même Protocol Phantom qui est souvent second ou même premier pour certains. J'avais mis le scénario le plus mature parmi les suites et l'arrivée d'Ilsa Faust, qui était vraiment hyper bien introduite, Rebecca Ferguson, absolument formidable. Ensuite, j'ai mis Protocol Phantom, très bonne suite aussi, un excellent divertissement familial, ce qui est vrai. Voilà, il y a Brad Bird, c'est celui qui avait fait donc Les Indestructibles, donc vraiment il y a ce côté un peu, on sent qu'il vient de l'animation, il y a des plans qui font un peu animation, mais ça marche très très bien, je trouve. Le scénario était quand même prenant, vraiment. Et ensuite, j'ai mis le 4. Alors en quatrième position, vous allez peut-être un peu rire, voilà, mais j'ai mis le second, que tout le monde met en dernier. Tout le monde met dans le classement le dernier, le MI2 justement. MI2 pour moi c'est l'antithèse du premier, donc j'ai mis donc intéressant à ce niveau-là. Il y a quelque chose d'intéressant quand une œuvre répond à une autre. Terminator 1 n'est pas pareil que Terminator 2 sur sa proposition de cinéma et sur sa proposition surtout de sous-texte en fait. Qu'est-ce qu'il raconte justement? Il y a la menace dans le premier et puis le vengeur, le côté un peu chevalier voilà, du second, où le Terminator n'est pas programmé pour exécuter la même chose, donc beaucoup plus accessible, beaucoup plus humain, etc. Là, c'est pareil, une antithèse, moi ça m'intéresse, et surtout, il y a quand même, malgré tout, malgré le côté kitsch, et un peu niais aussi de cette romance, etc., bah oui, il y a des ralentis toutes les 2 secondes, ça, c'est un peu stylé, c'est pour faire stylé, etc., c'était la période de Matrix, souvenez-vous, etc., donc forcément... Mais je dois dire que oui, il y a une construction dans les plans. Voilà, il y a quand même un minimum de savoir-faire au niveau cinématographique. Donc il est davantage cinématographique que le troisième, justement, que j'ai mis en 5e place, parce que je trouve trop télévisuel, justement, voilà. Pour moi, et le MacGuffin de la patte de lapin finit par lasser, voilà, on s'en fout un peu, on sent pas trop la menace, je trouve. Reste la superbe séquence au Vatican, qui est magnifique, voilà. Donc vous voyez, tout n'est pas acheté dans les volets, hein, bien entendu, voilà. Ensuite, j'avais mis Fallout, mais maintenant je vais mettre Dead Reckoning partie 1, voilà, en 6e position. Et en 7e position, Fallout, trop de facilité scénaristique et de mise en scène, voilà. Vous avez désormais mon top, donc voilà, et mon avis donc sur Mission Impossible Dead Reckoning partie 1. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Que de blockbusters, donc cet été 2023, il y a eu Barbie et Oppenheimer aussi qui ont pointé le bout de leur nez. Je pense que je ferai l'impasse sur Barbie, voilà, je pense que c'est très sympa. Mais je pense que je rattraperai plutôt en streaming, ou en tout cas, j'en ferai pas une vidéo, je le verrai peut-être au cinéma, mais voilà, je pense pas faire une vidéo dessus. En revanche, oui, le nouveau Christopher Nolan, bien entendu, très attendu. Voilà, hein, Oppenheimer, bien entendu, je pense que là, bon, vous connaissez mon avis sur Tenet, mais bon, là, pourquoi pas? Il y a un côté un peu biopic, justement, qui peut peut-être rattacher, reconnecter un peu Nolan au réel, j'espère. Voilà, donc écoutez, ça reste quand même un grand réalisateur, il y a des choses à dire. Par contre, c'est vrai que si Oppenheimer me déçoit, je pense que je tirerai définitivement un trait sur les prochains Nolan. Mais bon, allez, soyons encore indulgents, essayons de voir ce que vaut ce Oppenheimer. Donc, il s'agira probablement de ma prochaine vidéo. Alors, je vais faire un petit break, hein, je vous avoue, là. Mais voilà, les films du vendredi vont revenir très très vite. Donc d'ici la mi-septembre, je ne sais pas si la vidéo sur Oppenheimer va sortir avant. J'avoue que là, en termes de calendrier, c'est un peu compliqué, mais voilà, sachez que je vais faire un petit break cet été, bien mérité. Voilà, donc, mais restez connectés, bien entendu. Pour les nouveaux arrivés, bienvenue à vous. Hein. N'hésitez pas justement à cliquer sur s'abonner, de mettre la petite cloche aussi, voilà, pour être informé des prochaines vidéos et ne rien rater justement. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur mes anciennes vidéos, hein, toujours disponibles. Il y a aussi des films récents que j'ai chroniqués ici dans les films du vendredi. N'hésitez pas à faire un tour, ma page Instagram. Et voilà, écoutez, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, un très bel été 2023 aussi, surtout. Profitez bien des vacances et moi, je vous donne rendez-vous donc très prochainement. Et en attendant, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!